Premier épisode de la série signé Walter Hill. Nous suivons Miles, un employé pénitentiaire chargé de balancer les watts à travers le corps de détenus condamnés à mort. C'est un boulot qui lui plaît particulièrement, rendre justice. Il nous raconte que l'arrogance de ces hommes ayant commis des atrocités la perdent très vite quand il s'agit d'aller poser ses fesses sur la chaise électrique. Il crie et supplie d'attendre de recevoir un appel du gouverneur leur accordant une éventuelle grâce qui n'arrive que très rarement. Miles nous explique qu'avant d'être bourreau, il était électricien, c'est comme si ça avait été écrit pour lui. Malheureusement, cet équilibre va s'en trouver perturbé puisqu'on apprend l'abolition de la peine de mort dans l'état où Miles est en poste. Il perdra par conséquent son boulot. Désabusé et profondément contre cette réforme, il décide de prendre les choses en main et de se faire justice lui-même. Le premier qui tombera sous les mains de Miles, c'est James Flood, inculpé pour homicide volontaire, mais qui grâce à un vice de procédure et par laxisme se verra remis en liberté. Il devra passer le test de la fée électricité. Ce ne sera pas le seul puisqu'un couple accusé d'homicide se verra reconnu non coupable. Miles nous raconte que l'accusé a décidé de tuer sa femme afin de pouvoir vivre son adultère en toute quiétude au lieu de gentiment divorcer car il le savait, il serait perdant financièrement. Pour Miles, le couple doit payer. Hélas, son petit manège ne pourra pas durer éternellement et dans son ascension vers la vengeance, il y a toujours quelqu'un pour venger l'autre. Le bourreau en mal d'exécution est un épisode solide qui introduit parfaitement ce que sera la série avec un William Sadler à la réplique acerbe, une ambiance froide et nocturne qui nous servira également dans le deuxième épisode que nous allons voir dès maintenant. Deuxième participation de Walter Hill pour les Contes de la Crypte. Ce dernier est très actif au cinéma et à la télévision et cet épisode se situe dans sa filmographie entre Johnny Belle Gueule et 48 heures de plus. Il a choisi une ambiance pesante comme dans Le bourreau en mal d'exécution et nous brosse le portrait non pas d'un bourreau mais de deux types à l'orgueil mal placé. Ici, nous avons Reno Crevis et Sam Forney, deux vieux ennemis qui s'entendent comme chat et chien, animés par le jeu et la gagne. Reno, de retour dans son rad habituel après avoir passé un an à Vegas, retombe sur une vieille connaissance, Sam. Les deux hommes se tirent la bourre et étalent leurs faits d'armes qui, admettons-le, ne sont pas particulièrement en la faveur de Reno, faisant figure d'éternel loser, incapable du moindre sang-froid, et ce n'est pas son accoutrement de cow-boy à la Woody dans Toy Story qui lui permettra d'être crédible. Sam est plus pondéré et raisonnable, mais il n'en demeure pas moins qu'à sa façon, sa manière de surjouer le flegme et la fausse modestie ne le rend pas moins ridicule. Reno se sent lésé, et chacune de ses déconvenues et défaites, il l'attribue à la malchance, mais surtout à Sam. Il souhaite rétablir la justice en le remettant à sa juste place, et ça tombe bien, puisque ce dernier désire de ses vœux faire disparaître son rival de la ville. Pour cela, il tombe d'accord sur la manière dont le contentieux va se régler, en jouant. Accro à l'adrénaline et à la victoire, Sam acceptera tout ce que Reno lui proposera et comme ils se sont affrontés maintes fois par le passé, toutes les idées les plus idiotes seront mises sur le tapis, en commençant par la première, la roulette russe. L'histoire aurait pu se régler très vite mais un incident technique survient sur le revolver, l'un accusant l'autre de l'avoir trafiqué ou mis des balles à blanc. La mauvaise foi et le manque d'élégance leur sied particulièrement. Il en faudra plus pour décourager nos deux loulous. Sam propose ce qu'ils savent faire le mieux, jouer au poker, mais dans un autre style. Rassurez-vous, aucun d'eux ne finira à poil, et encore que, l'épisode se déroule à la manière d'un western moderne, où il n'y a ni gentil d'un côté ni méchant de l'autre, juste deux minables bouffis d'orgueil, complètement inconscients, et c'est un vrai plaisir à regarder. Il faut imaginer Gros Minet face à Will Coyote, sauf qu'à la place nous avons Lance Henriksen dans le rôle de Reno, que l'on a pu voir dans Johnny Belle Gueule, Terminator 2 et Alien le retour de James Cameron, et qui jouera sensiblement le même personnage quelques années plus tard dans Mort ou Vif de Sam Raimi. Et bien sûr Kevin Tighe qui a joué dans 48 heures de plus, Roadhouse de Roddy Harrington, ainsi que plusieurs apparitions dans des séries télé. La musique est signée James Horner qui a travaillé sur de nombreux films, notamment la plupart des James Cameron, et qui nous sert une BO un peu étrange mais qui colle parfaitement à l'épisode et son aspect nocturne, propice à tous les excès. C'est un incontournable de la série, une sorte de cartoon façon film noir, très divertissant à voir et revoir. Bobby vient rendre visite à son oncle Ezra Sortonbury, entrepreneur de pompes funèbres, un personnage singulier et cynique. Les parents du garçon sont tragiquement décédés dans un accident de la route, il ne lui reste que lui comme famille. Bobby propose de faire le ménage et de l'aider dans différentes tâches. Ce dernier accepte et lui montre les rudiments du métier. Ezra ne reçoit pas que les familles, il s'occupe également des soins mortuaires, n'hésitant pas à détrousser les défunts pourvu que le cours de l'or soit favorable. Car oui, Sortonbury est pingre et s'il s'en tenait seulement aux dents, ce serait acceptable, mais il mégote aussi sur les soins apportés aux défunts. Pourquoi se ruiner en formol quand on peut utiliser cette bonne vieille eau du robinet? Quelle différence cela peut-il faire puisqu'il est mort? Ezra a des méthodes que la morale réprouve et il a beau invoquer le Seigneur quand ça l'arrange, je ne suis pas sûr qu'il approuverait. Mais il n'est pas à une aberration près, il économise également sur les cercueils en les faisant venir
venir de Chine. Seul hic, ils font 15 cm de moins que ceux produits aux États-Unis, mais ce n'est pas un problème pour notre homme d'affaires. Bobby s'adapte à sa nouvelle vie de fortune, devant supporter les brimades de son oncle et le travail vite fait mal fait. Ce qu'il n'avait pas prévu en revanche, c'est de finir sa vie handicapée après qu'Ezra ait passé ses nerfs sur lui avec un pied de biche. Malheureusement, les choses ne s'arrêteront pas là et Bobby devra supporter encore un petit moment les atrocités du vieux Thornberry. Les pieds du cadavre est un épisode en huis clos, angoissant et irrésistiblement drôle, avec des personnages tout droit sortis d'un roman de Dickens, une réussite signée Jack Sholder. Jude Campbell, un représentant de commerce dans les concessions funéraires, se rend chez des clients dont le mari ou la femme vient de décéder dans le but de leur soutirer de l'argent liquide en leur faisant croire que leur défunt a contracté auprès de lui une concession à perpétuité avec un bonus sur les frais d'enterrement, plus de 10 000 $, de quoi aider les proches dans ces moments difficiles. Évidemment, il n'y a pas plus d'argent qu'il n'y a d'honnêteté chez cet homme, il s'agit tout simplement d'une arnaque. Campbell empoche les dollars à tour de bras et finit sa tournée avec une dernière demeure, la maison des Brackett. Il tombe sur de gros poissons et arrive à leur refourguer une concession pour deux avec le fameux bonus, mais cette fois-ci leur rapportant 40 000 $ en cas de décès pour une somme de 750 $ en liquide toujours. Le couple ne doute de rien et accepte. Monsieur Brackett va chercher l'argent pendant que son épouse lui propose un café froid. Campbell profite d'être un instant seul dans la cuisine pour faire réchauffer son breuvage au micro-ondes et tombe nez à nez avec une tête ensanglantée et un cadavre transpercé d'un pieu dans le gosier dans le placard à balai. Campbell va déguerpir aussi vite qu'il peut, mais hélas le couple a verrouillé la maison à clé et le retiennent en otage juste après l'avoir assommé. Bienvenue chez les Brackett. Une fois réveillé, on lui explique que tous les cadavres qui traînent dans la maison étaient tous des représentants leur ayant vendu de la camelote, du micro-ondes à la télécouleur, qui n'était en réalité qu'une télé noir et blanc jusqu'à ce que le père Brackett s'en charge. Il veut lui réserver le même sort mais son épouse s'y oppose, voulant arranger une rencontre entre lui et sa fille. Vous avez vu la trogne des parents? Vous vous dites que la fille ne pourra pas être pire? Surprise! Si Campbell veut survivre, il devra faire un effort et faire mine de tomber sous le charme de Winona Brackett. Il en fera des caisses, mais cette dernière n'est pas dupe. Elle l'emmènera quand même dans sa chambre au mur recouvert de poupons décapités et voudra vérifier si ses sentiments sont sincères avec la bonne vieille méthode du contrôle visuel. Je ne vous fais pas un tableau. Il devra se faire violence pour parvenir à le lui prouver. Winona sait maintenant que Campbell est réellement amoureux d'elle. Sans plus attendre, elle le demandera en mariage afin de pouvoir sortir du carcan familial avec une dot à la clé, un pactole que son père a enterré dans la cave. Il s'agit de tout l'argent volé aux représentants successifs, ce qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Mort d'un pigeon voyageur est un épisode provoquant tension et malaise, même si la prestation de Tim Curry qui joue à la fois les parents Brackett et Winona est admirable comme toutes ses prestations. Le suspense est présent du début à la fin de sa rencontre avec cette famille un peu particulière. Bref, encore un épisode très réussi. Fred et Erma sont les heureux propriétaires d'un restaurant dont la spécialité est le poulpe. Malheureusement pour eux, ce genre d'offre est loin de faire l'unanimité et Erma le sait mais ne veut pas vexer son mari. Le couple est endetté et Fred aura la visite du propriétaire, Monsieur Shumley, réclamant son argent qu'il n'aura bien sûr pas. Une rixe s'éclatera entre les deux hommes et alors que Fred était en train de cuisiner, un malheureux coup de couteau entaillera la main de Shumley qui menacera alors d'appeler la police. La situation est désastreuse et ils n'auront pas d'autre choix que de mettre la clé sous la porte, même Gordon Ramsay et Philippe Etchebest ne pourraient rien pour eux. Il se pourrait bien que le salut vienne de Gaston, l'agent d'entretien qui a pris la liberté pour aider ses patrons d'acheter des œufs et de la viande. Ce qui tombe bien puisqu'ils auront la visite d'un copain policier venu prendre un café et se restaurer. Gaston explique qu'il voulait les aider en leur proposant de la viande marinée par ses soins. Le policier se régale. On apprend de la bouche de ce dernier que Shumley a été retrouvé mort dans une mare de sang. Vous commencez à comprendre de quel genre de viande il s'agit? C'est bien ce que vous croyez, il s'agit bien de steak de Shumley que Gaston découpe avec désinvolture sous le regard médusé de son patron qui ne sait pas s'il doit tourner de l'œil ou approuver. Gaston lui expliquera alors à demi-mot que c'est lui qui l'a tué, mais pour la bonne cause, sauver son restaurant. Les affaires sont bonnes, mais Fred doit cacher à Erma la provenance de la viande et menace Gaston d'appeler la police, ce qui pour le coup le mettrait lui et sa femme dans l'embarras. Il accepte alors contraint et forcé de s'associer avec lui, 50-50. Entre-temps, l'enquête concernant la mort de Shumley avance et le policier habitué à la maison attend les analyses de sang. Il semblerait qu'ils aient retrouvé des traces d'un alliage métallique, indice qui les mènera directement au tueur. Gaston profitera d'un moment seul avec Erma pour tenter de faire porter le chapeau à son mari, ce qu'elle peinera à croire. Hélas, pour notre jeune cuistot, son plan pour écarter Fred et empocher le pactole s'avérera plus compliqué qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que tu mijotes est un épisode s'inscrivant dans le classique de l'horreur avec cependant une thématique originale. Un grand soin est apporté au plan de caméra, nous montrant la délectation des clients dévorant de la chair humaine, suscitant le dégoût chez le spectateur. Un épisode qui clôt parfaitement ce mardi de l'angoisse.